J'appelle aujourd'hui à la barre un autre classique américain qu'on va revisiter à ma sauce. Dennis Rader s'est surnommé BTK pour résumer son mode opératoire Bind, Torture and Kill, ligoter, torturer et tuer. Au moins tu sais à qui tu as affaire quand tu as sa carte de visite. C'était un père de famille au-dessus de tout soupçon et qui préparait en secret ses crimes. Il épiait, suivait et notait les habitudes de ses victimes avant de rentrer chez elles pour les tuer. Mais c'est un tueur narcissique qui va adorer communiquer avec la presse et la police, et c'est ce qui va lui jouer des tours. Qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit. Un jour, il va falloir que je modernise un peu mes expressions. Dennis a grandi à Wichita, dans le Kansas, et pour votre propre culture, il faut savoir que c'est la plus grande ville de cet état. Je ne sais pas à quoi ça peut vous servir, mais je vous le dis. Et c'est également dans cette même ville qu'il va commettre ses meurtres. Après, à quoi bon aller bien loin? Et puis en plus, New York, Los Angeles, ça a été trop fait. Wichita, c'est original. Je ne saurais même pas vous le placer sur une carte. Ni Wichita, ni le Kansas. Ah bah quand même, t'as eu ton bac mention très bien, tu sais pas où est le Kansas? Ouais, ta gueule. Dans l'enfance de Rader, tout va plutôt bien, donc on est loin du cliché des tueurs en série qui ont eu une éducation compliquée. Là, il grandit dans une famille modeste, protestante et pratiquante. Il aime aller à l'église, faire de la pêche et du canoë, et il a un bon niveau pour son âge parce qu'il va sauver un jeune garçon qui a été emporté par la rivière et il l'empêche donc de se noyer grâce à ses compétences. Mais au fil des années, il va arrêter le canoë justement, il va devenir moins sociable, il va commencer à avoir un ami imaginaire qui s'appelle Rex, oui comme le dinosaure de Toy Story. Vas-y, on t'écoute! J'ai vraiment des références de qualité. Dans la ferme de ses grands-parents, il est fasciné quand Papy décapite les poulets. Après, cela dit, mon grand-père m'a appris à tirer avec une carabine et c'est pas pour autant que ensuite j'ai tiré sur des gens. Ou en tout cas, je ne le dirai pas ouvertement sur cette chaîne. Alors que pour Dennis, ça peut participer à la création du monstre qu'il va devenir. Il va commencer à tuer des animaux errants, des chiens et des chats qu'il pend avec du fil de fer. Il dessine aussi des femmes nues, ligotées qu'il a pu voir dans des magazines de faits divers. Et il va justement développer un fétichisme pour le bondage, mais aussi pour les sous-vêtements, et donc il va voler ceux de sa mère. Et pour s'exciter, ça lui arrive de se ligoter lui-même, en mode paupiette de haut. Bon, à chacun son kiff, mais on voit aussi avec Dennis, ou même avec d'autres tueurs dont on a déjà parlé sur la chaîne, que ce que tu peux lire ou voir dans ta jeunesse à un âge où c'est pas approprié, eh bien ça peut complètement te traumatiser et te formater, et t'apprendre que c'est normal, d'où l'importance de bien encadrer, encore plus maintenant, les enfants avec le développement des écrans. C'était ma petite recommandation, mon petit conseil éducation du jour. Rader va rencontrer sa femme Paula qui est choriste à l'église et ils vont commencer à fonder une famille, sauf qu'en parallèle, ses fantasmes ne s'arrêtent pas, il continue d'imaginer plein de scénarios dans sa tête et il va ensuite essayer de les mettre en pratique. Dennis va suivre une première femme dans la rue. Il note ses horaires de boulot et il va finir par l'attendre chez elle pour la surprendre, mais il finit par repartir car elle met trop de temps pour rentrer et que lui, il ne veut pas alerter sa propre femme qui s'impatiente. Et on dit que Dennis avait déjà creusé la tombe de cette première victime qui va lui échapper. Alors entre gagner au loto ou échapper de justesse au premier meurtre d'un tueur en série, le choix est vite fait. Notre futur serial killer va donc se rabattre sur la famille Otero qui n'aura pas la même chance malheureusement. Ils viennent de Porto Rico et ils ont emménagé dans le quartier 9 semaines auparavant. On a connu meilleur accueil. Plutôt que de leur apporter des muffins, il est allé les massacrer. Comme à son habitude, BTK va observer les habitudes de la famille, l'heure du réveil, le départ à l'école, les trajets. Il passe son mois de décembre à tout noter dans un carnet et il appelle ce projet le projet Little Mex, en référence à la jeune fille de la famille qui est la source de son fantasme. Little Mex, c'est pour petite mexicaine, sauf qu'en fait, elle vient de Porto Rico. C'est bien raciste ça de confondre tous les habitants d'Amérique du Sud. C'est comme si on disait que les Coréens et les Japonais c'était pareil. Le 15 janvier 1974, il se rend donc au domicile des Otero avec une voiture qu'il a volée pour ne pas qu'on remonte jusqu'à lui, et il a emporté son kit de criminel, et ce kit, il l'emmène sur tous ses crimes, c'est son matériel qu'il a rassemblé dans un sac de sport ou une valise. Il y a des cordes, du scotch, 2 couteaux et un pistolet. Je peux vous dire par avance que c'est pas pour faire du porte-à-porte pour vous vendre des vérandas. Il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Dennis va d'abord commencer par couper le téléphone de chez eux avant d'y rentrer. En fait, le tueur a travaillé dans une société d'alarme et donc on peut imaginer que c'est là qu'il a appris à repérer les câbles qu'il faut couper pour essayer d'être tranquille. En tout cas, sur place, BTK pense qu'il n'y a plus que la mère qui est seule avec sa fille, car c'est elle qui l'intéresse. Il voit le fils qui sort promener le chien et donc il va le menacer avec son pistolet pour le faire rentrer. Sauf qu'à l'intérieur, on a le père qui est encore en train de prendre son petit déjeuner, qui est le repas le plus important de la journée, on le rappelle. Et là en plus, en l'occurrence, ça va être le dernier pour eux. Rader va menacer et ligoter tout le monde en se faisant passer pour un cambrioleur.
En fait, il doit improviser et revoir son plan. Il va d'abord étouffer Joseph, le père, avec un sac en plastique, et il a dû s'y reprendre à 2 fois car la victime avait réussi à déchirer le premier sac avec les dents alors qu'il se débattait. Il va ensuite étrangler la mère et le fils avec des cordes, et il va s'occuper de Joséphine, la fille sur qui il fantasme. Il l'emmène dans la cave de la maison, il la pend au tuyau, il la déshabille et il va se masturber alors qu'elle est en train de suffoquer et de manquer d'air. En repartant, il vole la montre du père et une radio comme souvenir. Dans le quartier, ça va être le choc, la stupeur, puisque personne n'a rien entendu et surtout, on n'a aucun suspect. En mars 1974, BTK passe au projet Lights Out, donc lumières éteintes. Je me permets de vous faire la traduction à chaque fois. Il espionne Cathy, qui habite seule dans sa maison. Il rentre chez elle, il attend dans sa penderie, dans la chambre, en respirant ses vêtements. C'est vraiment angoissant d'imaginer ça, et maintenant, par mesure de précaution, vous allez vérifier tous vos placards quand vous rentrez chez vous le soir. Ça me fait plaisir de vous rendre parano. Le problème, c'est que quand Cathy rentre, elle n'est pas toute seule, elle est avec son frère Kevin. Denis a déjà attendu plusieurs heures, donc il est frustré. Et ce qui est quand même terrible, c'est qu'un mec qui passe autant de temps à suivre ses victimes, à préparer ses plans, à écrire dans un carnet, eh bien à chaque fois, il fait face à un imprévu qui doit le pousser à modifier ses plans. C'est la faute à pas de chance. BTK ligote le frère, il tente de l'étouffer, il lui tire dessus, et il va s'occuper de Cathy qu'il est en train d'étrangler, sauf que Kevin n'est pas mort, il revient à la charge, et Denis lui retire dessus avant de mettre 11 coups de couteau à la jeune femme. Oui, j'aime bien mimer avec mes mains. Ça vous dérange? Sauf que le frangin, il est toujours pas mort, il est increvable, c'est un warrior, il va sortir et appeler les secours, et donc là, BTK s'échappe, son scénario ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais Cathy, elle finira quand même par mourir de ses blessures à l'hôpital. Par mesure de précaution, Denis va brûler ses vêtements pour ne pas laisser d'indices, et le frère de la victime, Kevin, va donner une description du tueur à la police, et on a des centaines d'hommes qui vont être interrogés dans les environs, sauf le coupable qui va disparaître un peu de la circulation. Surtout que pour l'instant, on ne voit pas de lien entre les deux premiers crimes. Au mois d'octobre de la même année, on a un homme, Gary Sebring, qui est arrêté. C'est un zoophile qui a agressé une petite fille et qui va avouer aux enquêteurs le meurtre de la famille Otero. Alors forcément ça fait la une, mais BTK il voit ça et il est un peu piqué dans son orgueil. Donc il va appeler le rédacteur en chef pour lui proposer un jeu de pistes. Il lui dit qu'il a caché une lettre de confession dans un livre dans la bibliothèque de la ville. C'est un peu un escape game avant l'heure. Les enquêteurs vont trouver très rapidement l'indice. Faut dire que c'est un peu leur boulot, donc en fait n'emmenez jamais un policier avec vous pour faire un escape game, sinon au bout de 15 minutes vous êtes sorti et ça n'a plus aucun intérêt. Ça vous enlève tout le fun. Dans cette lettre, Ryder raconte ses meurtres, son mode opératoire, la position des corps, les objets qu'il a volés, et du coup ça ne fait plus aucun doute que c'est bien lui le vrai coupable dans l'affaire Otero. Et il signe sa lettre BTK, et donc c'est comme ça qu'on va désormais l'appeler. On va avoir 2 années un peu plus calmes, son fils vient de naître, Denis travaille, mais il ne cesse pas de fantasmer. Il tape le récit de ses crimes sur une machine à écrire, il dessine aussi les scènes qu'il a pu commettre, et un jour, Paula, sa femme, va tomber sur tous ces documents, et pour la rassurer, il va dire qu'en fait ce sont des devoirs universitaires parce qu'il suit une formation en criminologie. C'est quand même un peu de la triche par rapport aux autres étudiants parce que du coup tu peux faire tes devoirs en parlant de tes propres crimes. T'es avantagé. Le 17 mars 1977, c'est l'opération Blackout avec Shirley, qui est serveuse dans un bar et qui vit seule avec ses 3 enfants. Il rentre armé chez elle, il se fait passer pour un voleur, il enferme les 3 gosses dans la salle de bain pendant qu'il étouffe leur mère avec un sac et qu'il se masturbe sur sa culotte pendant qu'elle est en train d'agoniser. En même temps, il y a les enfants qui crient, qui pleurent, ça le perturbe, il a peur que ça alerte le voisinage et donc il ne reste pas longtemps sur place. Et malheureusement, les enfants ne vont pas beaucoup aider les enquêteurs car ils ne font pas une description très précise du tueur et en plus personne n'a rien vu dans le quartier. Et le fait que les enfants soient encore en vie ne va pas pousser les enquêteurs à faire le rapprochement avec le massacre de la famille Otero vu que là-bas tout le monde avait été tué. En décembre, il fait son plan Foxtail, donc queue de renard, parce que sa cible, elle s'appelle Nancy Fox, et qu'en plus, elle est rousse. C'est pas parce que t'es un tueur en série que t'as pas le droit de faire des jeux de mots pourris. Avant son passage à l'acte, il a déjà fouillé sa boîte aux lettres, il lui a volé des sous-vêtements, et puis le jour J, il a préparé son fameux kit, il a coupé le téléphone, et quand elle rentre à 21h, elle se fait surprendre par notre tueur. Elle accepte de se laisser attacher, car elle pense qu'elle va pouvoir échapper à la mort si elle lui obéit, mais malheureusement, il va l'étrangler avec une ceinture, il prend des photos, il se masturbe, et il finit par repartir en laissant le corps derrière lui. Sauf qu'il ne voit rien qui apparaît dans la presse, alors il est vexé et il va appeler lui-même les urgences au 911 pour donner l'adresse de Nancy pour qu'on retrouve le cadavre et qu'on parle de son crime. Sauf que sur la scène, on va aussi retrouver du sperme et donc on va avoir l'ADN du criminel. Il commence à faire un peu trop le fier et ça va se retourner contre lui.
qui pisse au vent se rince les dents. En 79, Anna, qui a 63 ans, va échapper au pire car BTK a trop attendu chez elle et il décide de rebrousser chemin sans la tuer. Par contre, pour lui faire peur, il va lui envoyer par la poste des objets qu'il a volés chez elle. Il a aussi un poème qu'il lui écrit et un dessin de ce qu'il avait prévu de lui faire. Sympa comme courrier. À choisir, je préfère encore recevoir mon avis d'imposition. Ce raté ne va pas l'empêcher de commettre encore 3 meurtres les années suivantes, mais ensuite on va perdre sa trace, il va se calmer, sûrement parce que sa vie de famille reprend le dessus et qu'il doit s'occuper de ses enfants qui sont en train de grandir. Sauf qu'en 2004, on est 30 ans après ses premiers crimes, et donc il y a des nouveaux articles qui sortent sur BTK pour parler de ces cold cases en cette date anniversaire de la mort de la famille Otero. Denis se dit donc que c'est le bon moment pour refaire parler de lui et d'entretenir cette tempête médiatique. En plus, ses enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison, il est tranquille, et faut dire même qu'il s'ennuie un peu. Il envoie à la police un colis avec des objets qu'il avait volés chez des précédentes victimes, et il écrit aussi le récit de ses crimes qu'il leur envoie également. Le problème, c'est qu'il a écrit tout ça sur ordinateur et qu'il leur a envoyé une disquette, et que sur le document Word à l'intérieur, dans les données justement informatiques, on a le nom de l'église à qui appartient l'ordinateur, c'est l'église que fréquente régulièrement Denis, et surtout, on a son nom qui apparaît comme utilisateur qui a tapé le texte. C'est con, hein, mais il faut dire qu'en 2004, on connaissait encore assez peu la technologie et l'informatique, et donc il a fait une véritable erreur de débutant. Le piège se referme sur lui et il est arrêté 30 ans après ses crimes. La peine de mort était suspendue pour les crimes qui avaient lieu avant 1994, et donc BTK va être condamné à 10 peines de perpétuité. La maison de Denis devait être vendue aux enchères, mais face aux trop nombreux curieux qui venaient la voir, elle va finalement être rasée. Ça veut dire qu'il avait une maison avec une barbe? Pas ouf cette blague. Au moment de son arrestation, personne ne veut y croire parce que c'est un employé modèle et un père de famille. Sa fille, elle ne croit pas ce que lui dit le FBI et donc elle va aller sur internet pour en savoir plus. Elle va tomber sur des enregistrements et elle finit par se rendre compte que c'est bel et bien son père qui est derrière BTK. Donc là forcément son monde s'effondre, elle ne sera pas capable d'aller au tribunal et elle finira par sortir des années après une autobiographie comme une sorte de thérapie parce qu'en fait elle a développé un syndrome de stress post-traumatique. C'est vrai que ça doit être violent. Et en voyant ça, BTK a proposé à sa fille d'écrire un livre sur ses crimes. Bon, à un moment, Denis, il s'agirait de faire profil bas. Tu prends ton ego, tu te le ranges où je pense, et puis on n'en parle plus. En 1987, à Wichita, il y a aussi eu le meurtre de la famille Fager, qui n'est toujours pas résolu, et certains avaient pu penser que c'était BTK qui était derrière tout ça. Denis avait bien écrit une lettre pour féliciter le travail du coupable, mais la police ne l'a pas poursuivi et les enquêteurs ne pensent pas que c'est lui qui a commis cet autre crime. Pour une fois que c'est pas lui. Par contre, en 2004, au moment du retour de BTK sur la scène médiatique, juste avant son arrestation, il a hésité à faire une 11e victime qu'il avait d'ailleurs commencé à traquer avant de renoncer, car il y avait finalement des artisans chez elle au moment où il avait voulu rentrer à l'intérieur de la maison. Je vous laisse avec une petite anecdote pour conclure. En fait, quelques jours après son arrestation, Denis a été licencié par la mairie où il travaillait parce qu'il avait abandonné son poste. Faut dire qu'il avait une bonne raison, enfin du moins une raison de ne pas venir bosser, c'est qu'il était enfermé, et ça son employeur ne le savait pas. Ce n'était pas la flemme légendaire du fonctionnaire, c'est élémentaire. Toujours en train de critiquer le service public, toujours les mêmes,